Merci d'être présent pour cet Univers Shifté 2025. Vous allez assister à la conférence Climat-Forêt, comment accroître la séquestration de carbone grâce au bois. Cette conférence vous est proposée par le CT Bois, qui est piloté par Robert Picard et qui va modérer cette table. Merci à tous les intervenants et à Robert, bien sûr, pour tout le travail de préparation. Oui, bonjour. Je vois que le sujet intéresse. Vous êtes venus très nombreux. Donc, je vais commencer par vous présenter en introduction quelques éléments sur le bois énergie. Ensuite, suivront des questions sur plusieurs thèmes concernant la forêt. Donc, tout ça a été préparé donc, par mes collègues et moi au cours du travail sur pas mal de temps avec le cercle thématique bois et forêts, donc où les discussions ont commencé depuis 3 ou 4 ans, mais qui est structuré depuis à peu près 2 ans. Voilà. Donc on va commencer. Bon, je vois que notre premier point faible a été détecté. Ouais. Bon, donc la question, accroître le stock de carbone dans les forêts et les filières bois. Donc c'est le centre des réflexions du cercle thématique bois et forêts depuis quelques années. Donc c'est un domaine qui a quand même quelques particularités, puisque contrairement aux autres domaines où des domaines de la vie économique, on émet du carbone et on essaye de limiter, dans les bois, dans le domaine des forêts et des bois, la particularité c'est que on capte du carbone aussi et on peut émettre du carbone aussi. Voilà. Donc, évidemment, on n'aborde pas les choses de la même façon. Et donc, ça rajoute certainement une complexité qu'on va pouvoir voir. Donc, le rappel de l'objectif commun. Et on peut voir aussi que la forêt peut avoir plusieurs rôles pour émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre et stocker le carbone. Donc on va passer directement au fonctionnement un petit peu et de manière simplifiée, on va pouvoir voir que le carbone et les forêts fonctionnent suivant des cycles. Donc il y a des cycles qui sont un cycle qui est naturel, que l'on peut voir plutôt sur la gauche, où il y a la photosynthèse qui est un moteur de ce cycle, avec la captation de carbone et aussi l'émission de gaz carbonique des bois morts et des bois en décomposition qui se répartissent entre ce qui va dans l'atmosphère et ce qui reste dans le sol. Et donc plutôt sur la droite, on a 2 autres cycles. C'est simplifié hein, parce qu'on pourrait détailler avec... mais les principaux sont ceux-là. Il y a du bois qui va être utilisé pour la construction ou pour des objets. Et dans ce cycle, par rapport au cycle naturel, on va freiner le déroulement du cycle, on va appuyer sur le frein. Et ensuite, on a un cycle avec du chauffage, où on va avoir une combustion du bois. Et donc là où le carbone va repartir dans l'atmosphère assez rapidement. Et donc en fait, c'est comme si on appuyait sur l'accélérateur par rapport au cycle naturel.
Donc pour le détailler un petit peu, si on prend un exemple de coupe de bois à usage de bois énergie, donc on a dans la forêt une partie aérienne en vert et une partie dans les premières couches souterraines en marron qui sont à peu près équivalentes. C'est en quantité de carbone, là on parle. Donc ensuite, on coupe, puisque c'est à usage énergétique, environ 2 ans après, il va être totalement brûlé. Et donc cette partie orange du carbone, qui est passée du vert au orange, elle va partir vers l'atmosphère. Et il restera donc la partie du sol qui en a perdu plus ou moins une petite partie, suivant le mode d'exploitation plus ou moins importante. Et il restera toujours une petite partie de carbone dans la forêt, mais très, très faible. Donc après un certain temps, les arbres se mettent à repousser en fonction du climat, du mode de gestion. Donc là, on ne rentre pas dans le détail, mais on voit que sur 25 ans, le bois reprend, enfin les arbres reprennent du carbone de l'atmosphère, suivant la figure des diapos précédentes. Et après 50 ans, globalement, le carbone, enfin l'équivalent, a été repris par les arbres qui ont repoussé. Donc évidemment, c'est des chiffres approximatifs, ça dépend évidemment des zones, des climats, des modes de gestion, etc. Mais bon, ce qu'on peut voir, c'est que pendant 50 ans, avec le bois énergie, on a créé une dette carbone. C'est-à-dire qu'elle va progressivement se compenser, mais si le carbone qu'on émet dans les années futures, en 2050, en 25 ans, il en restera encore pas mal dans l'atmosphère. Voilà, donc ça, c'est donc comptabilisé sur ce graphique du CITEPA, qui donc classe le bois avec du côté des charbons, ordures ménagères, coques, etc. On voit ensuite qu'il y a tout ce qui est fuel qui émet légèrement moins lors de la combustion, et le gaz qui émet encore moins. Voilà. Donc, dans nos réflexions, on est un peu face à des contradictions. D'un côté, on trouve cette citation de l'ADEME qui parle de neutralité carbone de la combustion du bois, et de l'autre côté, le graphique que je vous ai donné du CITEPA, qui sont deux organismes sérieux. Mais voilà, on se retrouve dans cette contradiction, et en fait, on essaie de comprendre d'où ça vient. Ça peut venir un peu de la confusion entre neutre et renouvelable, puisque le bois, c'est renouvelable. Mais par contre, si le CITEPA nous dit que neutre n'est pas équivalent à renouvelable. Donc, puisqu'on a vu que si on crée une dette, quand vous créez une dette chez votre banquier, c'est pas neutre sur votre vie. Et ensuite, il y a aussi un élément historique, c'est que au protocole de Kyoto, il a été décidé de comptabiliser les émissions carbone du bois lors de la coupe. Quand on coupe des arbres, on dit ça émet tant de carbone. Donc après, quand on fait des chaudières biomasse, puisqu'on a comptabilisé le carbone au moment de la coupe, on ne comptabilise pas le carbone au moment de la combustion, au moment où on se chauffe. Et donc, dans les collectivités territoriales ou dans les entreprises, ici c'est la chaufferie de Airbus,
on ne comptabilise pas. Et on passe vite à dire on n'émet pas de carbone. Et c'est neutre. Donc on décarbone. Pour nous, ce n'est pas tout à fait exact, c'est même pas exact du tout. Voilà, donc il faut... il ne s'agit pas de s'arrêter de se chauffer au bois, mais on aimerait bien qu'on le fasse en connaissance de cause. Et donc, compte tenu de nos objectifs pour 2050, accroître des dettes sur 50 ans, est-ce que c'est une bonne idée? Encore des dettes. Voilà. Donc ensuite, dans cette particularité, bon, je ne vais pas passer la partie de droite, puisque bon, je pense qu'il sera répondu tout au long des questions. Et donc, on va passer à la partie questions, avec une question qui préoccupe beaucoup, dont on entend beaucoup parler, c'est la mortalité des arbres, la mortalité dans les forêts. Donc, alors cette mortalité, est-ce qu'elle a des causes à court terme ou sont-elles des tendances inexorables? C'est-à-dire, est-ce que une mortalité importante, est-ce qu'il y en a qui sont passagères, ou est-ce qu'on est condamné à subir ces mortalités pour diverses raisons? Donc, monsieur Hervé Ouin s'était proposé pour parler de ce sujet, répondre à la question. Donc, oui, excusez-moi, j'ai oublié que tout le monde se présente. Donc, je remercie évidemment nos invités qui ont bien voulu répondre présents à cette invitation. Vous voyez qu'ils sont 5. Donc, évidemment, ce sont tous des professionnels du bois, de la forêt. Et dans ces métiers-là, pour le voir, moi, un peu de l'extérieur, et depuis qu'on s'occupe, on sait que leurs caractéristiques, c'est tous des gens passionnés de leur métier, passionnés de la forêt, passionnés du bois. Donc, monsieur Ouin, si vous voulez vous présenter. Oui, donc Hervé Ouin, je suis responsable de l'Office national des forêts pour les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc l'Office national des forêts en métropole, c'est le gestionnaire des forêts publiques, donc forêts de l'État, forêts des collectivités, c'est à peu près 4,6 millions d'hectares sur la métropole, à peu près 25% de l'ensemble des massifs forestiers de la métropole. Et donc sur ma direction territoriale, nous avons 1 400 000 hectares parmi ces 4,6 millions d'hectares en gestion, avec à peu près 1400 forestiers sur ma direction territoriale. Monsieur Sylvain Forel. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc Sylvain Forel, je suis le président de la filière bois d'Occitanie, donc les professionnels qui ont une activité économique en rapport avec le bois, depuis la création de graines dans les vergers à graines jusqu'aux utilisateurs de bois que sont les constructeurs bois, les fabricants d'emballage, de papier, de carton et également la partie de filière bois énergie avec les granulés que certains d'entre vous connaissent peut-être pour se chauffer et également tout ce qui est plaquettes pour les plus grosses chaufferies et bien sûr tout ce qui est bûche également, quoi. Bonjour à tous, Olivier Glaise. Donc je travaille au Centre national de la propriété forestière. Donc c'est un établissement public qui s'occupe de conseils auprès des propriétaires forestiers privés, qui représentent du coup 74% de la forêt française. Et donc moi je travaille plus spécifiquement dans un service carbone, C++ forêt carbone, sur les thématiques de carbone forestier. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, Hugues Janvier, je suis professionnel de la filière, je suis entrepreneur, j'ai 2 activités. Une première activité qui est plutôt une activité de conseil pour les entreprises de la filière forêt-bois, où en fait je vais aider les entreprises à se développer sur l'aspect commercial, marketing, stratégie. À ce titre, j'accompagne des entrepreneurs de travaux forestiers, des exploitants forestiers, des scieurs, des usines de granulation aussi de bois énergie.
Et ma deuxième activité est plutôt centrée sur l'investissement forestier, où en fait je vais aider des particuliers ou des entreprises à investir en forêt, ou des gens qui ont des forêts qui cherchent à vendre leur forêt. Voilà. Et j'ai aussi une activité bénévole. Je suis vice-président d'un conseil d'administration d'une école forestière qui se trouve en Lozère. Et donc bonjour à tous. Alors moi je suis pas gestionnaire de domaine forestier, donc Loïc Casset, je suis délégué général de l'association Silvact. Donc on travaille avec beaucoup de gestionnaires forestiers effectivement dans 5 régions françaises, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, puis Occitanie. Et on accompagne des travaux forestiers, donc des travaux qui permettent d'adapter progressivement la forêt. On accompagne à peu près 2000 à 2500 hectares de travaux chaque année. Et donc avec une méthode un petit peu originale qui est basée déjà sur une échelle de travail qui est celle de territoire. Donc en Occitanie, c'est sur les parcs naturels régionaux du Haut-Languedoc, d'Aubrac, de Grand Causse, Pyrénées ariégeoises, Pyrénées catalanes. Et puis ensuite, on va définir en fait un cadre d'intervention en forêt qui va combiner les enjeux d'adaptation au changement climatique, de production, on en a déjà un petit peu parlé, de biodiversité, etc. Et donc ensuite, on est financeur pour accompagner les propriétaires qui mettent en œuvre ces modèles de gestion dans leurs propriétés. Donc on revient à toi Hervé. Bien, la première question, donc, c'était est-ce que c'est inexorable finalement cette hausse de la mortalité? Donc je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais il semblerait que malheureusement oui. C'est-à-dire toutes les études scientifiques et toutes les projections d'évolution du climat d'ici 2100 montrent qu'a priori en 2050, par rapport à la référence des années 90, on aura pris en France de l'ordre de 2,5 degrés de plus en moyenne chaque année au niveau des températures, et d'ici 2100 à peu près 4 degrés de plus. Tout ça en ayant fait des efforts importants pour essayer de freiner notre consommation carbone. Mais la tendance de toute façon est prise aujourd'hui et les évolutions risquent d'être très rapides. Alors concrètement, ça se traduit comment pour la forêt ? On va avoir à peu près les mêmes précipitations, voire peut-être un petit peu plus d'eau qu'aujourd'hui. Mais paradoxalement, ça va s'alterner avec des périodes caniculaires et de sécheresse aussi beaucoup plus longues que celles que nous subissons aujourd'hui. Donc nos arbres, la plupart de nos essences forestières ne sont pas habitués à des cycles aussi violents. Et donc on commence, fortement, il y a des dépérissements très forts dans la sphère des forêts du Nord, donc plutôt les forêts de Lorraine, Champagne-Ardenne, jusqu'au massif des Alpes. En fait, ce sont les forêts les plus productives, celles qui n'avaient pas l'habitude de souffrir, celles qui avaient l'habitude de produire énormément de bois, qui sont les premières touchées parce qu'elles ne sont pas habituées à pouvoir subir des épisodes de sécheresse ou de canicule très fortes. Et donc c'est pour ça qu'on a ces gros dépérissements dans le nord de la métropole. Mais petit à petit, c'est en train de gagner aussi des territoires sur le pourtour méditerranéen. On a le temps de mieux s'organiser sur le pourtour méditerranéen. Moi, je fais mes forêts sur Occitanie et sur Provence-Alpes-Côte d'Azur commencent à souffrir dans les premiers contreforts des massifs montagneux. Donc le sud du Massif central, les Alpes du Sud et les premiers contreforts des Pyrénées. Et vous avez tout le cortège des sapins qui commencent à sécher sur pied, les épicéas qui sont attaqués par les scolites parce qu'ils sont eux-mêmes affaiblis par les épisodes de canicule et de sécheresse. On a aussi une très grosse problématique qui arrive sur le hêtre. Donc tout ça, il va falloir qu'on le gère. Et malheureusement, ce n'est pas un phénomène à court terme. Les tendances sont plutôt assez lourdes et nos essences actuelles, d'ailleurs le message que je vais vous faire passer, mais je pense que vous en êtes tous conscients, nos essences actuelles, elles n'ont pas la capacité génétique à s'adapter au rythme où le changement climatique, lui, arrive. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit actif, et c'est pour ça que l'enjeu du forestier aujourd'hui et demain encore plus, c'est d'accompagner nos forêts pour essayer de les enrichir avec autre chose. Oui, pour préciser la question peut-être, puisqu'il y a eu un véritable cataclysme avec les scolites dans certaines régions, est-ce que une fois que ces arbres sont morts et qu'on replante, est-ce qu'on peut espérer qu'on a passé un pic de ce côté-là, par exemple, sur le scolite? Alors le scolite, il y a différents scolites. Il y a à peu près un scolite par espèce, par essence.
il est clair que là où l'épicéa a été attaqué par les scolites, on ne va pas remettre de l'épicéa. On va essayer d'amener un cortège d'essences qui va être différent et qui, a priori, selon les études scientifiques, on a la chance d'avoir en France des organismes de recherche très très pointus en matière forestière, l'INRAE, le CEMAGREF, etc. Et donc ces organismes aident les gestionnaires que nous sommes à sélectionner en fonction des stations, en fonction des milieux, en fonction des altitudes, en fonction de la pluviométrie, en fonction de l'exposition nord, sud, est, ouest. Ils nous aident en fait à choisir les bonnes essences, c'est-à-dire les essences que l'on connaît aujourd'hui comme étant résistantes dans le climat de demain, c'est-à-dire avec 4 degrés de plus. Moi, mon problème dans le sud, c'est que mes collègues de l'ONF du Nord, ils viennent chercher la ressource génétique dans le sud. Et je suis très content de leur donner. Vous avez par exemple des hêtres de la Sainte-Baume qui sont en ce moment plantés dans le massif de Verdun, où il y avait plein d'épicéas, et l'épicéa est en train de sécher. Donc cette migration, on peut la faire. Par contre, moi, quand je me retourne, il y a la Méditerranée, et donc je suis un petit peu limité pour trouver des essences, en tout cas métropolitaines. Donc on est en train de monter des partenariats avec les Espagnols, les Portugais, les Turcs, les Grecs, pour en fait voir quels arbres ils ont qui sont aujourd'hui résistants dans le climat que nous aurons en 2100 dans les régions du sud de la France. Et on est en train d'essayer de monter des partenariats, faire venir la banque génétique de ces pays-là pour accompagner, encore une fois, nos peuplements locaux. L'idée n'est pas de substituer toutes les essences locales par des nouvelles essences, c'est de mettre des îlots, de mettre des enrichissements dans ces massifs-là. Alors, par rapport à ce problème, donc, quels sont les modes de gestion et de renouvellement les plus efficients et les plus résilients contre la hausse de mortalité qui sont à promouvoir? Donc, M. Weng a partiellement répondu. Donc, M. Cassé, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ça? Donc effectivement, on a une mortalité diffuse qui s'accroît dans différents massifs. Aujourd'hui, quand on parle de renouvellement, il y a effectivement 2 options. Il y a celle qui consiste à travailler la régénération naturelle et puis celle qui consiste à planter, à amener d'autres essences. Donc aujourd'hui, en termes de surface, le plus pratiqué, c'est la régénération naturelle parce qu'elle ne coûte rien. C'est les graines qui sont dans le sol et puis qui donc vont germer. C'est celles sur lesquelles aujourd'hui on a une incertitude sur l'adaptation génétique effectivement des jeunes plants qui ressortiraient, mais c'est celle qui coûte le moins cher. Et c'est celle qu'on peut piloter avec un niveau d'investissement qui est relativement maîtrisé. La plantation, elle est beaucoup plus chère, déjà parce qu'il faut acheter les plants, préparer les sols, protéger contre les ongulés, notamment aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en termes de reconstitution et de renouvellement des forêts, on a ces 2 modes qui cohabitent. On a un coup d'accélérateur qui a été mis sur un mode de renouvellement, on va dire un peu dirigé, avec, peut-être vous avez entendu parler du plan de renouvellement qui prévoit de planter 1 milliard d'arbres en France. Donc c'est ces stratégies aujourd'hui qui sont mises en œuvre par les forestiers. On a effectivement beaucoup de risques aujourd'hui sur les plantations parce que quand vous avez un été caniculaire comme l'été 2022, vous vous retrouvez avec énormément de taux d'échec. Là, ça fait 2 années qu'on a eu très pluvieuses où ça crée aussi d'autres dégâts sur les plantations, pas forcément sur les plants, mais en fait sur toute la végétation qui sort autour, les ronces, les fougères, etc., qui sont complètement luxuriantes et qui peuvent étouffer les plants qu'on a apportés. Et puis dans de nombreux massifs, là-dedans des ongulés, du cerf, du chevreuil, qui aujourd'hui atteint des niveaux de population qui sont difficiles à faire cohabiter avec une dynamique de régénération, qu'elle soit assistée par plantation ou naturelle. Si je peux me permettre de compléter sur cet aspect de régénération et de replantation, je pense que c'est important en forêt, on réfléchit sur du temps long. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gère les forêts qui ont été plantées par nos grands-parents. Et les forêts sur lesquelles on travaille et qu'on plante aujourd'hui vont être gérées, exploitées par nos petits-enfants. Et je pense que d'avoir cette vision-là, elle est importante parce qu'en fait, aujourd'hui, si on a beaucoup de dépérissements sur l'épicéa, l'épicéa, c'est un arbre qui a été planté en monospécifique après-guerre, pendant la déprise agricole, dans une idée de utiliser les champs qui n'étaient plus utilisés pour faire pâturer les animaux, mais de retenir ce terrain-là et de planter de la forêt dessus. Donc on a planté des lignes d'épicéa.
Et on s'aperçoit que la plantation en monospécifique avait un risque, avait un danger, et notamment dans la prolifération d'insectes ravageurs tels que le bostryche. Et aujourd'hui, de travailler avec des systèmes de plantation mixtes où on va mettre plusieurs essences différentes permet aussi de limiter ces risques sanitaires. Donc je pense que c'est important d'avoir cette vision long-termiste sur la forêt et de se dire, bah oui, les forêts qu'on est en train de planter aujourd'hui, on ne va pas répéter les erreurs qui ont été faites avant, mais ils les ont fait sans avoir le recul. Et maintenant qu'on a le recul, se dire, bah, on ne va pas recommencer la même chose et on ne va pas faire de la plantation systématique monospécifique d'une seule essence sur des hectares et des hectares. Peut-être pour compléter sur l'aspect plus renouvellement, donc c'est sûr qu'il y a un des enjeux aujourd'hui. Quand on va dans la région, au Languedoc, on a parfois des massifs avec des surfaces de plusieurs centaines d'hectares, avec une essence, le Douglas, qui produit vite, qui est très intéressante du coup pour le bois d'œuvre. Mais aujourd'hui, si on a une pessière scolitée, donc forcément on est confronté, il faut reboiser, parfois on n'a pas le choix. Dans le choix du reboisement, on ne pourra pas faire ce qu'on avait fait du coup en 1950, c'est-à-dire une grande surface avec une seule essence. Et donc du coup, pour le forestier, ça veut dire aussi peut-être, ça aura quand même des conséquences aussi, c'est-à-dire à faire un petit deuil sur une forêt de Douglas dans le Languedoc. Il y a des revenus assez importants. Selon la taille, potentiellement, on peut avoir des éclaircies régulières. Peut-être que la forêt de demain, ça sera une forêt où il y aura quelques essences du coup de production, mais d'autres essences d'accompagnement pour que le reboisement qu'on fait soit pas en situation d'échec avec le jour où il y a un insecte, tout un massif ou un champignon, toute une essence qui dépérit. Et donc si on a, vous le comprenez, si on a mis 10 essences qui font 10% chacune, souvent l'insecte ou le champignon est spécifique, donc il attaque une espèce, on peut espérer du coup continuer à avoir une forêt. Et il ne faut pas oublier que dans certains coins, avec également les problématiques aussi de gibier, on est dans certains coins où la pluviométrie aussi est mauvaise, on va être quand même à des situations où l'enjeu c'est même de maintenir un état boisé, quoi. Voilà. Donc ça va quand même chambouler on va dire ce que le forestier plutôt âgé a connu par le passé. Bon, merci. On va passer à la question suivante. Avant, on va voir un premier graphique là, où on voit une comparaison entre la forêt française, la forêt métropolitaine et la forêt d'outre-mer. Alors, outre-mer, c'est la Guyane, à 90%. On voit des différences, c'est-à-dire que le stock en Guyane est de moitié, il est comparable à celui de la métropole pour une surface qui est moins de 2 fois moindre. Donc on voit qu'on a un stock à l'hectare beaucoup plus important. Par contre, la séquestration en CO2 est bien inférieure puisque les forêts métropolitaines séquestrent donc 39 millions de tonnes de CO2 par an et en Guyane 0,3. Donc c'est des forêts différentes. On peut interpréter de différentes façons suivant le point de vue. Mais bon, après je pense que, ça c'est un point de vue personnel, un pays qui peut faire des comparaisons comme ça entre une forêt tempérée et une forêt tropicale, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et donc, c'est des comparaisons qui sont très importantes à regarder parce que, en fait, elles sont faites par les mêmes organismes d'État, et donc sur le même mode comparatif. Et je pense que donc c'est important de pouvoir tirer des conclusions ou tirer des enseignements là-dessus.
Alors le stockage, c'est-à-dire qu'il y a des arbres, et donc avec une certaine quantité de bois qui constitue un stock. Et la séquestration, c'est-à-dire c'est la croissance des arbres dans une année. C'est-à-dire qu'on voit par exemple 2,8 gigatonnes, donc ça c'est un chiffre, c'est un stock, et la séquestration c'est par an. C'est-à-dire les arbres poussent, les arbres meurent, comme on a vu dans le cycle tout à l'heure. Donc il y a une augmentation plus ou moins importante de la quantité de carbone qui est stockée, qui est séquestrée dans l'année et qui fait un stock qui évolue. Voilà. Donc ça va être l'objet de la question suivante. Donc on ne va pas regarder tous les chiffres parce que ça nous prendrait trop de temps. C'est juste cela. La différence entre la Guyane et la France. Bon, évidemment, ce n'est pas le même climat et ce n'est pas la même exploitation non plus. Alors, à partir de là, je ne sais pas si vous pouvez en tirer des enseignements, mais comment augmenter le stockage carbone des forêts. Voilà. Je ne sais pas si ce graphique vous y aide ou pas. Donc, qui est Monsieur Glaise, vous voulez répondre ? Peut-être pour répondre à la question tout à l'heure, pour détailler, donc il y a la photosynthèse, hein, donc ça va résulter du coup à une croissance pour l'arbre. Et en fait, ce qu'on regarde, du coup, c'est la résultante. Donc on enlève la récolte et on enlève la mortalité. Entre deux points de comparaison, on peut du coup en déduire si la forêt se comporte plutôt comme un puits, c'est-à-dire entre deux périodes données, elle a accumulé, elle a augmenté un petit peu le réservoir de la baignoire, ou au contraire, si elle s'est comportée comme une source de carbone, c'est-à-dire est-ce qu'on a perdu de l'eau dans la baignoire par le siphon. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la notion de flux, finalement. La notion de stock, hein, c'est une photographie à l'instant T, c'est-à-dire on va dans telle forêt en 2025, et quand on y reviendra en 2030, le volume sera différent, le stock sera du coup différent. Parce qu'on aura fait des éclaircies, parce qu'il y aura eu des perturbations, parce qu'il y aura eu de la mortalité. Donc on regarde ça, par exemple pour Occitanie, quand on analyse les données de l'IGN, la production est à peu près du coup à 10 millions de mètres cubes. On a du coup les éclaircies, donc on prélève du coup 3,5 millions de mètres cubes et la mortalité 1,5. Et quand on regarde du coup la résultante, les forêts occitanes se comportent plutôt comme un puits, c'est-à-dire que entre deux inventaires, elles ont plutôt accumulé du carbone. Alors pour répondre à la question, donc on va analyser deux leviers. On va regarder, ça a été dit tout à l'heure par M. Picard, il y a le sol et la biomasse aérienne. Donc ça, retenez bien cet ordre de grandeur qui a été dit. Il y a autant de carbone sous nos pieds en forêt qu'au-dessus, à peu près 50-50. Du coup, si on regarde le sol, alors si on regarde le sol, qu'est-ce qu'on peut faire de pertinent pour augmenter le carbone? Alors quand on a une forêt, là du coup la réponse est peut-être pas très satisfaisante, mais finalement pas grand-chose, parce que le carbone d'un sol forestier, c'est à peu près, si on compte la litière, dans les 90 tonnes de carbone à l'hectare. Et c'est très très haut. Donc c'est des données nationales, hein, il y a des variations entre régions bien évidemment. Du coup, on a peu de latitude et le gros enjeu finalement qu'on a forestier, c'est d'éviter des perturbations lors de nos pratiques de gestion qui pourraient être relarguer ce carbone qui a été accumulé. Donc là, c'est vraiment, on va dire, gérer cette baignoire qui est très remplie au niveau des sols. Après, on peut regarder les terres. Donc si on boise une vigne, il y a une thématique, hein, vous le savez, alors dans l'entre-deux-mers, également en Languedoc-Roussillon, d'arrachage de vigne. Alors là, un sol de vigne, c'est environ dans les 32 tonnes de carbone à l'hectare. C'est beaucoup moins qu'une forêt. Donc le fait de boiser une vigne ou de boiser une culture, une grande culture, à peu près 50 tonnes de carbone hectare, ça aura un impact positif
sur le compartiment du sol. On va augmenter à terme le carbone qu'il y aura dans le sol. En revanche, une prairie, par exemple, c'est la même quantité de carbone dans le sol qu'une forêt. Donc boiser une prairie permanente, par exemple, ça n'engendrera pas de gain au niveau du compartiment du sol. Donc ça, c'est le sol. Voilà, retenez, il y a des changements de pratiques qui peuvent être intéressants pour augmenter le carbone dans le sol. Et après, il y a du coup, sur la forêt. Donc la forêt, finalement, qu'est-ce qui va faire le carbone? C'est le volume que vous avez à l'hectare. Alors il faut savoir, d'après les données IGN, qu'en un peu moins de 10 ans, on est passé à peu près sur la biomasse aérienne de 74 à 81 tonnes de carbone hectare. Donc ça a quand même augmenté le carbone aérien, c'est-à-dire les arbres, le houppier, les petites branches. Ça a augmenté et ça a une dynamique plutôt qui a augmenté malgré donc les mortalités. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a, d'ailleurs les chiffres étaient éloquents entre finalement la Guyane et puis la France métropolitaine, c'est l'âge de la forêt aussi. Donc en France, on a quand même beaucoup de forêts qui sont encore jeunes. Alors peut-être jeunes pour vous, ça va vous paraître bizarre, mais on a beaucoup de forêts qui ont 50, 60, 70 ans, qui sont issues des boisements du Fonds forestier national, et donc qui sont encore jeunes. Voilà, 70 ans, une forêt est jeune. Et donc elles ne sont pas arrivées du tout à saturation. Donc elles continuent chaque année à pouvoir capturer du carbone. Une forêt même très âgée, il y a toujours une petite résultante qui peut du coup être positive. Et donc après, retenez l'équation. Comment on peut capter plus de carbone? C'est si la photosynthèse, moins ce que je récolte, moins la mortalité, si ce différentiel est positif, on aura du coup toujours un bilan carbone positif. Voilà. Donc ça veut dire du coup ne pas avoir trop d'à-coups. Et donc ça, c'est vrai que toutes ces crises sanitaires, ça engendre une augmentation des éclaircies et des prélèvements. Et donc ça, c'est plutôt négatif, on va dire, pour la résultante. De la même façon, une augmentation de la mortalité, ça va être aussi négatif. Donc c'est vrai que dernièrement, c'est plutôt des aspects qui ont tendance du coup à rendre ce différentiel négatif et donc à ne pas être trop dans la captation du carbone. Monsieur Wayne, le principal a été dit. Il faut quand même pas... derrière les propos d'Olivier, il faut quand même être conscient que le stock en carbone, il n'est pas appelé à augmenter globalement. L'effet surface, il est plutôt derrière nous, puisque l'augmentation de la surface de la forêt entre la fin du 19e siècle et aujourd'hui, c'est à peu près un doublement. Mais là, on a encore des reconquêtes forestières dans les milieux montagnards, mais globalement, on arrive sur des périodes où la surface forestière, elle ne va pas beaucoup augmenter. Parce que les autres usages fonciers font qu'il y a des demandes sur l'agriculture et autres. Donc, par contre, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait de faire des migrations d'essence du sud vers le nord, c'est-à-dire qu'on va remplacer ou on va enrichir des peuplements du nord, et c'est une bonne chose, avec des essences qui sont quand même beaucoup moins productives. Elles sont plus résistantes, mais elles sont beaucoup moins productives que les essences du nord. Donc la partie sol, on a bon espoir qu'elle reste stable, mais la partie aérienne des forêts, on va plutôt sur un stock qui va aller en diminuant, mais qu'il nous faut absolument essayer de sauvegarder quand même partiellement, parce que sinon, ce serait encore plus catastrophique de ne plus avoir de forêt du tout. Donc Loïc Cassé, rajouter quelque chose ou... Non, c'est très bien. Donc là, on était dans la première partie, la vie des forêts. Donc on va passer à une deuxième partie, le marché du bois. Alors que la diversification des essences est préconisée à la plantation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, comment diversifier la demande en bois d'œuvre et en bois d'industrie pour l'adapter à la ressource.
quels sont les blocages, comment valoriser les qualités de chaque essence, même les secondaires. Donc peut-être Monsieur Fourel, si vous voulez... Oui, alors effectivement, aujourd'hui, alors, je suis constructeur bois aussi dans ma vie de tous les jours. Et donc effectivement, en construction bois, aujourd'hui, on utilise 3 essences. L'épicéa, on en a beaucoup parlé déjà, qui est en voie de raréfication, en tout cas dans notre pays, en termes de production, même s'il y en a encore énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on importe en fait en France la plupart du bois qu'on utilise. Plus de la majorité du bois qu'on utilise en France est importé. Alors ça peut paraître paradoxal parce que tout à l'heure on disait en fait on n'utilise que partiellement en fait la croissance des forêts. En Occitanie par exemple, on utilise, alors c'est des chiffres qui sont très précis mais en même temps qui sont quand même soumis à des petits aléas, mais en Occitanie on utilise 39% de la croissance annuelle des bois. C'est-à-dire qu'en gros, on a 60% de la croissance annuelle des bois qu'on laisse dans la forêt, qui fait des bois qui sont de plus en plus gros et que parfois d'ailleurs on ne sait même plus aller chercher parce qu'ils sont trop gros. Et donc pourquoi ? Parce qu'en fait on a des industries qui ne sont pas suffisamment fortes. On a beaucoup planté, on l'a dit tout à l'heure, il y a 40, 50, 60, 70 ans. Et en fait derrière, quand ces bois ont commencé à arriver à maturité pour être récolté, on n'a pas suffisamment investi dans notre industrie. Et donc aujourd'hui, quand on a besoin de bois, quand on va chercher du bois au magasin de bricolage, ou nous, quand on va chercher du bois, et ben en fait, souvent, on va chercher du bois à l'étranger, parce qu'on n'a pas la capacité, en termes industriels, dans notre pays, de transformer les bois que pourtant on a sur pied. Voilà, donc c'est extrêmement dommage. Le bois, c'est la deuxième matière, après le pétrole, qui est négatif dans notre balance commerciale. Alors qu'on a le bois tout autour de nous, qui grossit à des points où aujourd'hui, donc parmi les essences qu'on utilise dans la construction, il y a le pin Douglas, notamment dans notre région, c'est beaucoup du Douglas, parce qu'il a été massivement planté et il était adapté au climat qu'on a connu en fait ces 60 dernières années. Les bois Douglas, il y en a certains en Aveyron, les forêts, on peut presque même plus les exploiter, puisque pour les exploiter, il faut les faire rentrer derrière dans des scieries pour pouvoir les utiliser comme planches, comme poutres, etc. Et en fait, ils sont tellement gros qu'ils ne rentrent plus dans les scieries. Puisqu'en fait, une scierie, c'est une machine, une grosse machine, mais c'est une machine dans laquelle il y a un diamètre maxi. Voilà, donc ça, c'est extrêmement dommage, parce qu'aujourd'hui, on parle de balance commerciale en France, mais en fait, on n'a pas fait le travail pour déjà améliorer la balance commerciale pour tout ce qui est des produits du bois. Donc aujourd'hui, on a tous besoin de bois pour se décarboner. Ça fait partie de toutes les thématiques qu'on a abordées depuis hier ici à l'Univers Shifté. Donc on veut du bois pour construire, on veut du bois pour des emballages qui soient à base de matériaux renouvelables et qui soient durables également. On veut du bois pour tout ce qui est emballage, papier, carton, etc. On veut du bois dans nos sanitaires aussi, parce qu'on a besoin de papier, etc., etc. On veut du bois pour se chauffer. Et puis, en fait, la moitié du bois qu'on utilise, en fait, on va le chercher à l'étranger. Donc on est quand même un petit peu idiot, quelque part, parce que en fait, le bois, la ressource, on l'a. Et il faudrait davantage qu'on arrive à l'exploiter. Alors, pour revenir plus précisément à la question, donc effectivement, on utilise assez peu d'essences, puisqu'on utilise les essences qui sont économiquement les plus faciles à exploiter, c'est-à-dire essentiellement des résineux. Pourquoi ? Parce que les résineux, ils ont un tronc droit, ils sont faciles à récolter, ils sont faciles à sécher, ils sont faciles à scier, beaucoup plus que des feuillus, parce que les feuillus, ils ont plein de branches, donc effectivement, on pourrait les utiliser en construction, notamment sur des durées de vie longues qui permettent de stocker le carbone qui a été produit par la photosynthèse dans des constructions qui elles-mêmes vont durer longtemps, et donc en fait ça retient le carbone plus longtemps qui a été produit par la photosynthèse, mais du coup pour utiliser ces essences, en fait ça coûterait un petit peu plus cher. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on le fait peu. Ceci dit, on mène des travaux au niveau de la filière bois pour essayer d'utiliser davantage d'essences. Par exemple, donc, si je me réfère toujours à la région que je connais, donc l'Occitanie, on a donc par exemple des
des endroits où on a du pin laricio, on a du pin maritime qui a été planté par exemple pour soutenir des mines du côté d'Alès, eh bien ces pins aujourd'hui ne sont pas du tout exploités. Ils sont laissés en forêt comme ça, sans aucune récolte, etc. Alors ça fait des très beaux massifs, mais en fait c'est des massifs qui sont entre guillemets inutiles derrière pour ce qui est du stockage carbone à long terme qu'on peut faire par exemple dans des bâtiments parce qu'on ne produit pas de bois d'œuvre avec ces massifs. Et effectivement, le risque, c'est qu'à terme, un jour ou l'autre, il soit acheté pour faire du bois énergie, alors qu'on aurait pu faire du bois d'œuvre avec. Et donc, vous avez bien compris ce que Robert vous a dit tout à l'heure, c'est que si on utilise en fait du bois pour faire du bois énergie, bah, quelque part, c'est pas mal, mais en fait, on a quand même tous bien intérêt à faire en sorte de faire le plus possible du bois d'œuvre pour stocker le carbone de façon durable. Et donc, en France, on a une politique de hiérarchie des usages, où on essaye de mener des politiques forestières pour favoriser au maximum ce qu'on appelle le bois d'œuvre, c'est-à-dire les bois qui vont avoir les durées de vie les plus importantes, qui vont retenir le plus longtemps possible l'action de la photosynthèse, donc qui a permis de stocker du CO2 dans du bois, et que ce bois, derrière, il est utilisé pour des produits qui ont une durée de vie longue, comme typiquement les bâtiments qu'on peut construire avec du bois. Ceci dit, pour construire des bâtiments avec du bois, eh ben, il faut des planches rectangulaires, des chevrons rectangulaires et des poutres rectangulaires. Et vous avez bien compris qu'on partait de bois qui était rond. Hein, c'est le tronc d'arbre, il est rond. Et donc quand on scie dans une scierie, eh ben, on a ce qu'on appelle des produits connexes qui vont nous servir à faire des petits bois, par exemple des tasseaux, etc., mais qui aussi produisent de la sciure, des copeaux, etc., ces bois-là, ces connexes, ils vont être forcément utilisés pour produire soit du bois qu'on appelle bois d'industrie pour fabriquer par exemple des panneaux de particules que vous retrouvez dans les magasins bleus et jaunes, soit pour par exemple fabriquer aussi du bois énergie. Par exemple les pellets avec lesquels on se chauffe, eh ben, c'est de la sciure qui est simplement compressée en fait. Voilà. Donc on a des travaux qui nous permettent d'essayer de comprendre comment on pourra demain utiliser d'autres bois, donc les bois notamment dont Hervé vous a parlé, qu'on essaye de planter. Par exemple, aujourd'hui, on plante de plus en plus en Occitanie, encore une fois, du cèdre, puisque quand on regarde de l'autre côté de la Méditerranée, en fait, c'est à peu près la seule essence qui paraît aujourd'hui bien adaptée au futur climat, et en fait, même pas vraiment le futur climat, mais le climat qu'on a déjà, en fait, en Occitanie. Et donc on plante de plus en plus de cèdre. Et aujourd'hui, par exemple, le cèdre, c'est un bois, il n'est pas normé pour la construction. Et donc on est en train de mener des travaux au niveau de la filière pour arriver, et c'est le cas, hein, ça va être le cas dans quelques mois, parce qu'on est sur la fin de ces travaux, pour faire en sorte que le cèdre, eh ben, n'importe qui puisse demain construire avec. Puisque les premières récoltes qu'on a fait de cèdre ces dernières années, donc des cèdres qui ont déjà été plantés il y a 20-30 ans, hein, qu'on commence déjà à récolter, en fait, on ne peut pas les utiliser en construction aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils ne sont pas normés. Parce que vous savez, on a tout un tas de normes en France. Hein, c'est très important, les normes. C'est ce qui nous protège tous, mais en même temps, c'est ce qui nous freine un petit peu tous. Hein. Et donc demain, on pourra, grâce à ces travaux, utiliser du cèdre pour n'importe quelle construction. Voilà. Oui. Donc, monsieur Hugues Janvier, vous voulez rajouter quelque chose, peut-être ? Non, je suis très content qu'en effet, il a été dit que pour transformer un bois, on passe d'un truc rond à un truc carré, donc forcément, il y a de la perte. Aujourd'hui, même les scieries les plus efficientes, on a au moins 60% de perte. Donc, et c'est très important, 60% de perte, ouais, pour transformer, en fait, entre les lignes de sciage et donc les différents produits connexes qu'on a, pour arriver à un produit fini, on peut avoir jusqu'à 60% de perte. Donc, je suis très content que ça ait été dit et qu'on arrive à utiliser et à valider ce bois, parce que le laisser inutilisé, c'est pas intéressant. Et je pense qu'il y a aussi un vrai intérêt d'essayer d'aller chercher de nouvelles essences. Et là aussi, le cèdre est un très bon exemple, mais il y a des essences de feuillus dont on a perdu l'habitude, que, encore une fois, nos grands-parents utilisaient. On avait des tables en orme, on avait des meubles en noyer, en merisier. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a totalement perdu. Donc, c'est aussi de se dire que nous, consommateurs, est-ce qu'on peut aller chercher d'autres types de produits et ne plus tous avoir la même table en pain ou en MDF qui est donc du résineux, des particules de résineux, et de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de récupérer des produits finis en essence secondaire et qui sont intéressantes. Merci.
Donc le taux, on le retrouve là, puisque, donc, sans regarder la totalité des chiffres, on voit que en bas, dans le rectangle jaune, il y a 68% du bois qui est en bois énergie. Et donc, il ne reste que donc, 32% pour des usages à durée de vie plus longue et variables. Puisque, bon, entre le papier, le carton, les emballages et la charpente, il y a de grosses différences de durée de vie. Alors là, ce serait peut-être intéressant aussi de préciser un autre point, donc, du coup, qui est complémentaire à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, pour faire du bois d'œuvre à partir d'un bois rond, on va avoir un taux de chute qui est très important. Mais pour déjà aller récolter du bois d'œuvre en forêt, il faut avoir un bois qui fasse au moins 30 cm, 40 cm de diamètre. D'accord ? Et pour en arriver à un bois qui fait 30 ou 40 cm en forêt, le forestier, lui, va avoir besoin d'avoir planté des arbres, fait grandir des arbres et avoir fait des éclaircies. Avec les bois d'éclaircie, souvent on peut très peu faire de bois d'œuvre, donc c'est des bois qui partent en majorité sur du bois industrie pour faire des panneaux ou des choses comme ça, mais pas de bois d'œuvre. Donc si vous voulez, en fait, dans le cycle forestier également, il y a une sorte de perte qui est inéluctable, parce que pour faire des bois d'œuvre, des gros bois, en fait, il faut faire pousser au départ des petits arbres, serrés les uns à côté des autres pour pousser le plus droit possible. En enlever certains, c'est ce qu'on appelle des coupes d'éclaircie, donc enlever certains bois qui sont plutôt des petits bois, qui ne vont pas partir sur du bois d'œuvre. Donc, au final, dans le cycle complet d'une forêt, avant d'avoir du bois d'œuvre, effectivement, il y a beaucoup de pertes. Voilà. Et donc, par rapport à ce constat, est-ce qu'on a des solutions pour donc, augmenter ce taux de 32% ? Est-ce que certains d'entre vous ont des idées ? La méthode, elle est simple, elle est connue en France depuis très longtemps, c'est la gestion forestière, c'est la sylviculture. Donc pour augmenter la part de bois d'œuvre, il faut produire du bois rond, long et sans branches. On le fait sur le chêne depuis très longtemps, donc c'est surtout ça, c'est un effort de sylviculture qu'il faut refaire. L'effort de sylviculture a été effectivement, on l'a abordé à plusieurs reprises, axé via les plantations du Fonds forestier national. Mais c'est des plantations qui représentent à peu près 2,6 millions d'hectares en France sur les 17 millions d'hectares de forêt qu'on a. Donc il y a aussi toute une partie de forêt dans laquelle il faut relancer une gestion forestière. Parce que ce qu'on dit généralement en forêt, c'est quand on fait du bois de haute qualité, il y a toujours un marché en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est les qualités moyennes qui sont difficiles à valoriser. Même si on a un effet de marché un petit peu à double tranchant aujourd'hui avec les exports, le renouveau du chêne sur des qualités qu'on n'avait plus l'habitude de valoriser au prix qu'elles sont valorisées aujourd'hui. Voilà, l'enjeu, si on veut augmenter la part de bois d'œuvre, il faut du bois de qualité et donc il faut un effort de gestion, un effort de sylviculture. Sylviculture, c'est l'art de gérer la forêt, l'art d'accompagner la dynamique du peuplement. La citation qu'il y a sur l'école forestière en France, c'est « imiter la nature, hâter son œuvre ». Donc la sylviculture, c'est ça, c'est comment on surfe sur les cycles, les dynamiques forestières pour orienter les cycles biologiques vers des productions qui vont nous servir demain, tout en respectant bien sûr les dynamiques de l'écosystème. Peut-être un élément complémentaire. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Sylvain. Un des très très gros enjeux pour nous dans les années qui viennent, dans les dizaines d'années qui viennent, c'est de pouvoir valoriser les bois de crise. C'est-à-dire ces bois dépérissants. On a parlé de l'épicéa qui est en train de sécher sur pied. Mais un épicéa sec n'a pas perdu ses qualités en termes de bois de structure, en termes de bois d'œuvre. Par contre, il est moins beau. Donc là aussi, c'est un travail à faire de la filière, d'expliquer qu'un bois qui est peut-être un petit peu bleui, et il répond peut-être pas aux critères de la beauté du bois aujourd'hui. Peut-être que demain, on pourra en faire se l'approprier. Je sais que dans les chalets de montagne, ils aiment beaucoup l'épicéa un petit peu bleuté, ça donne un cachet un petit peu vieilli. Il faudrait peut-être que ce genre de mode gagne un petit peu partout, parce que, encore une fois, c'est des bois qui n'ont rien perdu en termes de qualité structurelle. Donc ce serait quand même dommage de les envoyer vers la chaudière. Donc, pour résumer, c'est gestion de la forêt et être moins difficile sur le bois
et pouvoir valoriser même des bois qui demandent un peu plus de temps, un peu plus de travail pour les valoriser correctement. Et donc en tant que représentant de la filière, là, je vais lancer un appel, parce qu'effectivement, pour bien gérer une forêt, en fait, c'est tout simple, il faut s'en occuper. Et malheureusement, en France, on a énormément, mais vraiment, et je suis sûr qu'il y en a plein dans la salle, de gens qui sont propriétaires de forêts parce qu'ils ont hérité d'un héritage, de l'arrière-grand-père qui avait des forêts et qui, par indivision successive, appartiennent aujourd'hui à 42 cousins qui ont 2 hectares au fin fond des Cévennes, etc. Et c'est la réalité. Hein. Et malheureusement, ces forêts aujourd'hui ne sont en général pas du tout gérées. Une forêt gérée, c'est une forêt qui a un plan de gestion. Un forestier qui gère sa forêt, c'est quelqu'un qui planifie les choses qui vont se passer dans les 10, 20, 30 ans. Et malheureusement, en France, on a beaucoup trop... Alors c'est bien pour la biodiversité quelque part, mais c'est totalement inutile pour la décarbonation. On a trop de forêts qui ne sont pas du tout gérées. Et donc, il faut gérer ces forêts. Donc il faut peut-être vendre ces forêts si vous ne les gérez pas. Et si il faut, ou alors il faut vous mettre avec d'autres personnes qui sont tout autour et qui ont des forêts et vous associer, monter des coopératives pour gérer ces forêts. Il ne faut pas laisser ces forêts évoluer librement parce que c'est beau quand on se promène, mais d'une façon générale pour la société, c'est pas très utile parce que du coup ça nous fait importer du bois derrière. Parce qu'en fait ces forêts on ne peut pas aller chercher les arbres puisqu'elles ne sont pas gérées. Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et on a une vraie problématique en France qui est due à ce qu'on appelle dans notre jargon le morcellement forestier et qui fait qu'il n'y a pas accès à toutes ces forêts. On ne peut pas aller chercher les bois, on ne peut pas les récolter, on ne peut pas les replanter parce qu'en fait elles sont laissées à l'abandon en quelque sorte. Peut-être faire rebondir certains collègues, mais c'est un vrai problème qu'on a. En Occitanie, 80% de la forêt est détenue par des privés. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a 80% de la forêt qui est potentiellement pas gérée. C'est une question de la troisième partie. Ah pardon. Donc j'anticipe un peu. Par contre, vous avez fait la liaison avec la demande d'importer. Donc voilà, qui c'est qui... oui, vous avez répondu à ce problème-là. Oui, déjà, vous en avez parlé 2 fois. En fait, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Juste pour expliquer un petit peu, quoi. Alors, on en a parlé. Il y a plusieurs raisons. Les bois d'importation, c'est paradoxal, sont moins chers. Alors, c'est pas parce que les ouvriers en Allemagne ou en Autriche sont payés moins cher, ils sont même souvent payés un peu plus cher. C'est parce que, d'une part, en Allemagne, on a 2/3 de résineux, 1/3 de feuillus. Donc on a beaucoup de grandes forêts de résineux. En France, c'est le contraire. On a 1/3 de résineux dans les grandes lignes, 2/3 de feuillus. On a beaucoup de feuillus en France, beaucoup de feuillus. Et la deuxième raison, c'est que les Allemands ont misé très très tôt sur leur industrie de transformation des forêts et des bois. Donc ils ont des énormes usines de fabrication de tous les bois qu'on veut, dans toutes les qualités qu'on veut, qui tournent non pas en 2/8, non pas en 3/8, mais qui tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec relativement peu d'ouvriers, avec des coûts de transformation des bois pour faire des matériaux de construction qui sont nettement inférieurs des, entre guillemets, petites scieries. Alors, si vous allez visiter une scierie en France, vous allez les trouver très grosses, mais par rapport à celle qu'on voit à l'étranger, elle est toute petite, croyez-moi. Et donc, en fait, les petites scieries qu'on a en France, qui souvent travaillent en 1/8, en fait, elles ont des coûts de transformation de ces bois qui ne sont pas les mêmes. Donc les bois sont plus accessibles et plutôt moins chers de l'autre côté, on va dire, du Rhin, même s'il n'y a pas que les Allemands, et avec des coûts de transformation derrière qui sont moins chers. Donc ils arrivent, malgré les coûts de transport, ils arrivent à être encore moins chers que les bois issus de nos industries. Donc on est en train, et ça fait partie des actions qui sont menées dans le cadre de France 2030, d'essayer de réindustrialiser toute cette filière pour faire en sorte qu'on puisse baisser en fait ces taux de transformation, ces coûts de transformation, et qu'on puisse avoir davantage d'usines de transformation des bois, donc de scieries,
dans les territoires, parce que le bois, quand il est rond, quand on le récolte, c'est difficile de le transporter, donc ça coûte cher de le transporter. Donc il faut qu'on soit capable de transporter le bois et de le transformer assez proche des massifs. Et donc on est en train d'essayer de travailler à ça, parce que on n'a pas suffisamment investi dans notre industrie dans les différentes années. Et c'est pour ça qu'on importe du bois, quoi. Bon, Hugues, Janvier. pour compléter là-dessus, c'est aussi nos infrastructures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour aller chercher du bois, notamment en zone montagneuse, on parlait tout à l'heure des 2 hectares qu'on a dans notre indivision à 42 Cousins dans les Cévennes. Le problème, c'est que il y a 23 km de piste pour aller chercher ce bois-là. Et donc, en fait, c'est très compliqué. Les camions ne peuvent pas y accéder. Et donc, du coup, c'est aussi ça, c'est avoir les bonnes infrastructures qui nous permettent d'aller exploiter notre bois. Aujourd'hui, encore une fois, en France, on a énormément de belles forêts, mais il y a certaines forêts qui sont juste pas accessibles et sur lesquelles même du bois de qualité, on ne va pas le chercher parce qu'en fait, les camions n'y vont pas, les ouvriers n'y vont pas et c'est trop compliqué d'aller le chercher. Et l'autre point qu'il y avait aussi là-dessus que je voulais souligner, c'était la transformation du bois, qui peut être du bois français, mais qui va être transformé à l'étranger. J'accompagne une usine qui fabrique du parquet et qui se retrouve confrontée avec la concurrence du bois de parquet qui vient d'Asie. Et en fait, c'est des gens qui achètent du bois en France, donc c'est pas du chêne français, qui est envoyé en Asie, qui est transformé en Asie et qui est revenu en français avec une belle étiquette bois français dessus. Et bien forcément, en effet, ils arrivent à optimiser leurs coûts. Ils ont des usines très perfectionnées qui font qu'ils le transforment très bien. Ils gèrent aussi très bien leur transport en optimisant le transport sur le séchage du bois. Et en fait, ça fait que l'industrie locale n'est pas concurrentielle en termes de prix avec une industrie internationale mondialisée. Ok, bon, on va passer il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. Donc la partie 3. Après, il restera un quart d'heure pour les questions. Là aussi, on va pouvoir passer peut-être un peu plus vite, parce qu'on en a déjà parlé, puisque les propriétaires, c'est vrai qu'ils sont nombreux, 3,3 millions, à se partager la forêt française de manière très inégale. Et donc une question qui est faite pour intéresser éventuellement le public, personnellement, c'est est-il utile pour le stockage de carbone et l'écosystème forestier de devenir propriétaire forestier? Donc qui c'est qui veut répondre à Monsieur Janvier? Ouais. J'allais dire oui si la forêt est gérée. En fait, c'est exactement ça. Si vous achetez une forêt, d'ailleurs, si vous êtes intéressé d'acheter une forêt, je distribue des cartes de visite à la fin, il n'y a pas de problème. Mais dans l'idée, si vous achetez une forêt pour ne rien en faire, dans ces cas-là, c'est pas intéressant d'un point de vue stockage carbone. Ça peut avoir d'autres intérêts, mais c'est pas intéressant pour l'aspect stockage carbone. Par contre, une forêt qui va être gérée avec un plan simple de gestion et une vision long-termiste de cette forêt, oui, c'est intéressant de devenir propriétaire forestier. D'accord. Monsieur Loïc Cassé? Juste peut-être pour nuancer, on a une forêt qui est assez jeune, donc en fait on a des espaces forestiers sur lesquels ils continueront à stocker du carbone si on les laisse vieillir. Effectivement, il y a une prise de conscience à avoir sur cette proportion de forêt qui littéralement se verrouille en fait au fil des années. Alors ça s'est verrouillé progressivement par division des parcelles à chaque génération, à chaque succession. Et aujourd'hui, on arrive à un point de verrouillage du fait de ces indivisions, de ces biens non délimités. Et l'autre difficulté, c'est effectivement que quand on est propriétaire par héritage, souvent on n'a pas l'héritage culturel qui va avec, la culture forestière. Et notre propos, c'est pas de dire devenez propriétaire pour vite raser les forêts et planter des arbres mieux adaptés, c'est de dire déjà comprendre comment fonctionne l'écosystème, dans quelle situation d'urgence il est. Enfin, c'est quand même un parcours. Et c'est pour ça qu'effectivement, la question de dire est-il utile pour le stockage carbone de devenir propriétaire forestier, sans doute, mais à condition de se documenter, d'être accompagné par des professionnels et de s'intéresser au sujet, quoi. C'est pas, il y a beaucoup de nuances en fait. L'expression du changement climatique aujourd'hui sur la forêt française, Hervé le disait, est très différente de ce qui se passe ici, de ce qui se passe en Grand Est. Donc il n'y a pas de recette toute faite, d'essence miracle qu'on peut mettre partout. Et il faut rentrer dans ce degré de complexité, de nuance pour arriver effectivement à poser des gestes qui soient les plus intéressants, à la fois pour l'écosystème, pour la filière et puis pour les services qui sont rendus par ces forêts. Oui, Olivier Glaise. Oui, peut-être pour un petit peu vulgariser pour la salle, le principal moyen de
de devenir propriétaire en France de façon très, très, très écrasante, c'est essentiellement par héritage vers l'âge de 60 à 65 ans. C'est comme ça que se transmet très majoritairement la forêt. Donc forcément, on a quitté sa province natale, ou ses Cévennes, pour prendre l'exemple. On hérite de ça. Alors on ne sait pas quoi en faire. Parfois même, on ne sait pas où c'est. Voilà. Et souvent même. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un besoin donc, de formation aussi des propriétaires. Peut-être pour répondre aussi un peu différemment à la question, je dirais sur l'époque actuelle où on a quand même pas mal de crises et tout, c'est les rares forêts qui sont, je dirais, vendues et acquises. Ça n'a quasiment aucun impact, je veux dire, sur le stockage. Quand on achète des superficies qui sont soit en bonne santé, soit qui sont impactées, c'est plutôt, je dirais, l'état sanitaire sur la France qui peut, lui, avoir des conséquences importantes sur la capacité à stocker. Ok. Donc... Avant-dernière question. Donc, ça a déjà été abordé brièvement. Manque de main-d'œuvre, manque de bûcherons. Donc, il y a un enjeu de valorisation des métiers, de la formation. Donc, peut-être Hugues Janvier peut nous parler de la partie formation. Oui, comme je le disais en introduction, moi je suis donc vice-président du conseil d'administration d'une MFR, une maison familiale et rurale. Donc on forme des forestiers pour demain, des bûcherons, des conducteurs d'engins. On essaye du moins de le faire et je parle du coup particulièrement de l'école que j'accompagne qui est en grande difficulté. Pourquoi ? Parce qu'en fait on est passé de 120, 130 étudiants par an il y a 10 ans à... Pour l'instant, on a un peu plus de 50 inscrits pour l'année prochaine. Donc forcément, l'école est en difficulté parce qu'on n'a pas assez de personnes on n'a pas assez d'inscrits pour être rentable. Mais on se pose aussi la question de savoir comment est-ce que demain, les entreprises de la filière forêt-bois vont réussir à embaucher. Déjà, quasiment toutes les entreprises sont en tension et ont du mal à trouver des gens à salarier. Donc si on arrête de former des jeunes, comment est-ce qu'on va réussir à fournir la main-d'œuvre, à fournir des gens qualifiés, formés à nos entreprises? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi comment est-ce que nous, filières, nous, entreprises de la forêt-bois, on arrive à être attractifs, on arrive à donner envie aux gens et aux jeunes ou aux moins jeunes, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de reconversions professionnelles, à venir travailler en forêt. Et ça, j'ai envie de dire, la question est ouverte. Il y a sans doute plein de réponses possibles. Et ça serait intéressant qu'on puisse en discuter aussi, quoi. Oui, Sylvain Fourel, vous voulez compléter ? Pour compléter effectivement ce que tu dis, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup en filière, puisque en fait, il y a beaucoup de métiers tout au long de cette chaîne, vous avez compris, qui sont impactés par ce manque d'attractivité. Alors, c'est souvent aussi lié à une image qui est grandement faussée en fait, que l'on a en fait, de ces métiers. Alors c'est vrai qu'on a toujours, et on aura toujours des bûcherons par exemple, qui sont des métiers qui sont extrêmement physiques et on peut dire aussi un peu risqués, mais on a de plus en plus et très largement des métiers qui sont, pour les métiers manuels, c'est des métiers qui sont extrêmement mécanisés aujourd'hui. Donc par exemple aujourd'hui, la plupart des arbres qui sont récoltés en forêt sont récoltés à l'aide de machines qui sont pilotées par des personnes qui sont en fait, en gros, à la tête d'une Game Boy. Et en fait, on a un volant, des manivelles, et puis en fait, voilà, c'est un peu comme une pelle mécanique, mais qui va récolter des arbres. Voilà. Et c'est ça en fait le métier de la personne qui va récolter les arbres. On a énormément de métiers qui sont des métiers extrêmement pointus, qui nécessitent des formations longues. C'est dans tous les cas des métiers passion, puisqu'on est quand même en permanence en contact avec ce matériau qui est extrêmement noble,
extrêmement respectable, puisqu'on récolte, quand on récolte des arbres, on récolte la plupart du temps des arbres qui sont beaucoup plus vieux que nous. Donc il y a une certaine noblesse dans ces métiers qui est extrêmement importante et qui se poursuit en fait jusqu'à la valorisation des produits qui sont aussi des produits par rapport à des produits manufacturés qui sont à base de plastique ou qui sont à base de produits qui sont beaucoup moins sympas. On a quand même tout au long de la chaîne en fait affaire à un matériau à qui on doit du respect, parce que en fait, ces arbres qui poussent en forêt, qui ont été plantés par nos aïeux, ça a été dit tout à l'heure, ils ont été plantés pour que nous, on puisse les utiliser en fait, quoi. On a 0% de forêt primaire en France, et il reste quelques hectares de forêt primaire au fin fond de la Pologne. Mais quand je dis quelques hectares, c'est vraiment peanuts. Donc en fait, toute la forêt qui est là, elle est devenue soit naturellement, soit, c'est la majorité, elle a été plantée par nos aïeux pour que nous, on puisse en bénéficier. Et c'est ce qu'on refait. Nous, en tant que forestiers, derrière, on replante pour les générations futures. Donc il y a vraiment une grande noblesse dans ces métiers. Et sachez aussi que ce sont des métiers qui sont non délocalisables. Ça peut être intéressant, hein, parce qu'on a tous connu, soit de près ou de loin, des métiers qui ont disparu parce qu'ils étaient délocalisables et qu'il a fallu changer. Donc on est sur des métiers qui sont non délocalisables. C'est-à-dire que les arbres qui poussent dans les Cévennes, ils vont être récoltés un jour ou l'autre par des gens qui seront dans les Cévennes et pas par des Chinois. Voilà, j'ai rien contre les Chinois, ceci dit en passant, quoi. Voilà. Il y en a quelques-uns dans la salle, peut-être. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Et les industries, je le disais tout à l'heure, pour être performantes, il faut qu'elles soient à proximité de la ressource. Donc c'est pareil, les scieries, elles ne sont pas délocalisables quelque part, quoi. Voilà. On va passer à la dernière question. Donc, Monsieur Hervé Houen, si vous aviez des éléments à nous amener. Une seule suggestion, mangez du gibier. Aidez-nous. Blague à part, vous l'avez compris, pour faire de la forêt, il faut mettre des hommes, il faut faire des travaux, tout ça coûte de l'argent. Premier nerf de la guerre, on a besoin d'argent, parce qu'on a tourné autour du pot. Il y a des financeurs potentiels ici, il y a l'État, on a besoin d'argent pour faire de la forêt et pour faire la forêt de demain. Mais pour la faire, il ne faudrait pas que la moitié de l'argent qu'on nous donne, et il faut savoir que l'État, depuis maintenant 5 ans, donne des très très grosses enveloppes aux forestiers. On les a jamais eues. Enfin, on n'a jamais eu des enveloppes depuis le Fonds forestier national d'une telle ampleur. L'État met à peu près sur la table entre 100 et 150 millions d'euros par an pour adapter la forêt au changement climatique. Eh bien, il faut utiliser la moitié, en tout cas en forêt publique, la moitié de cette somme est utilisée pour protéger les plants de la dent des cervidés. C'est quand même totalement aberrant. Il y a un gâchis financier, mais si on ne protège pas, on n'a rien dans la plupart des massifs aujourd'hui. Donc il faut absolument trouver une solution. Mais quand on sait que les chasseurs sont de moins en moins nombreux, parce que population rurale qui diminue, que ces chasseurs vieillissent, donc il faut, pour pouvoir se faire plaisir, avoir beaucoup de gibier, c'est parce qu'on peut moins marcher, et je ne vous parle pas en plus de la chasse en montagne, qui est encore plus problématique. Donc on est vraiment devant une très grosse difficulté qui a des impacts pour l'économie du bois, qui a des impacts aussi sur la biodiversité. Parce que le forestier, lui, il est attaché à faire des forêts qui produisent du bois, mais aussi qui soient des forêts accueillantes pour la société et qui soient aussi avec un maximum de biodiversité. Et quand vous avez le cerf qui mange tout, eh ben, ça veut dire que derrière, forcément, il y a une perte de biodiversité sur la flore, mais aussi sur la faune qui ne trouve plus de quoi se nourrir. Le grand tétras, par exemple, j'étais encore en tournée dans les Pyrénées il y a 15 jours, le grand tétras est en hyper danger dans les Pyrénées. Il n'est plus dans les Vosges, il a déjà disparu parce que la dent du cerf et le sanglier ont fait qu'il n'y a plus de grand tétras dans les Vosges, mais je vous parie que d'ici 20 ans, si on ne fait rien, il n'y a plus de grand tétras non plus dans le massif des Pyrénées, parce qu'il n'y aura plus de myrtilles, parce que le cerf aura tout mangé. Voilà, donc c'est un vrai problème, les populations d'ongulés aujourd'hui, et on n'arrive pas à le gérer. Merci. Donc on est pile à l'heure. Donc on peut passer aux questions.
Merci de poser des questions assez courtes pour qu'on puisse en prendre un maximum. Oui, bonjour. Juste par rapport aux prédateurs naturels, en Écosse, ils ont commencé à réintroduire des loups. Mais ma question, c'est pas là-dessus. Quelle est la proportion de forêts complètement naturelles en France? Et vous parlez beaucoup de forêts gérées. Pourquoi le mot gérer et pas exploiter? Qui veut répondre? Sur les loups, je ne me prononcerai pas. Sur les forêts naturelles en France, en fait, ce qui est compliqué, c'est de savoir qu'est-ce qu'on définit comme naturel, qu'est-ce qu'on définit comme pas naturel. Sans l'impact de l'homme, aujourd'hui, en fait, il n'y en a pas. La plupart de nos forêts en France sont des forêts qui ont été plantées, notamment pour répondre à nos besoins d'industrie. Un des plus gros planteurs de forêts en France, c'était Napoléon, pour répondre à ses besoins de conquête. En fait, il avait besoin de bois pour construire des bateaux, pour aller taper sur la tête des copains. Et c'est comme ça que la forêt française s'est constituée. Donc, et ensuite, on parle de forêt gérée, parce qu'en fait, dans l'idée de la gestion forestière, il y a 3 objectifs dont on a déjà parlé. Le premier, c'est un objectif de production sylvicole, de produire du bois. Le deuxième, c'est un objectif de loisirs, d'accueil du public, d'accueil de loisirs pour des vététistes, des chasseurs, etc. Et le troisième objectif, c'est un objectif environnemental de préservation de biodiversité. Et quand on fait de la gestion forestière, on essaye de placer nos curseurs sur ces 3 modèles-là et de trouver la meilleure solution sur ces 3 modèles-là en fonction de la spécificité de notre forêt. Peut-être pour compléter, s'il n'y a pas de forêt primaire, en tout cas, il y a des forêts qui sont de fait en libre évolution. C'est-à-dire qui n'ont pas vu de bûcherons pendant peut-être 50, 80 ou 100 ans, parce que inaccessible, pas de desserte, etc. Donc il y a quand même une partie de la forêt qui est de fait en libre évolution, qui probablement sera jamais exploitable. Et peut-être un autre mot aussi sur la... C'est souvent présenté comme une contrainte, mais on peut aussi le présenter comme quelque chose de positif, c'est-à-dire le morcellement de la forêt privée. Donc le fait qu'il y ait M. Durand qui a 1 hectare, à côté de M. Dupont qui en a 4, l'Indivision qui a autre chose à côté. Ça participe aussi quand même à maintenir, je dirais, un peu différents modes de gestion du fait que la forêt est morcelée. Il y a celui qui va avoir plutôt une vision productiviste, récolter beaucoup de bois, celui qui habite à 800 km et qui n'y met jamais les pieds et ne fera rien, celui qui éclaircit lentement, etc. Et donc tout ça, ça participe quand même à avoir une forêt un peu mosaïque, pour reprendre le terme de l'ONF. Pour la prédation, le loup, je parle parce que l'ours, même s'il y a... Le lynx, oui. Ce que l'on observe quand il y a des prédateurs des meutes ou des prédateurs qui s'installent, ça fait exploser les noyaux de population de cervidés. Et derrière, si vous avez du mouflon, en effet, le mouflon il est éradiqué assez rapidement. Le cerf et le chevreuil, on n'a pas vu beaucoup d'impact à ce stade de l'arrivée du loup. Il s'attaque plus facilement aux brebis qu'aux cerfs. Malheureusement. Bonjour. Juste une précision, je demande une précision. Vous avez parlé plusieurs fois du bois importé, qui avait 45% du bois qui était importé. C'était pour savoir, plus près, c'était pour savoir si c'était juste du bois de construction ou tout bois confondu. Donc bois de chauffage, etc., si on l'importait aussi. J'ai une autre question aussi sur le dépérissement et le reboisement. Donc pour le reboisement, est-ce qu'il y a un objectif particulier à chaque fois, c'est-à-dire répliquer l'usage, ou est-ce que vous regardez, je sais pas, la biodiversité, la rétention des sols, ou potentiellement changer les usages parce que il faut changer d'essence, quoi. Pour le bois, donc l'importation, donc effectivement, c'est tout usage confondu, d'accord. Donc c'est y compris les panneaux qu'on achète dans le magasin bleu et jaune, voilà. Donc c'est pas que pour la construction bois, mais dans la construction, on a quand même, il n'y a pas d'énormes différences. Dans la construction, on utilise beaucoup de bois
malheureusement, qui sont importés. Alors, ce n'est pas notre cas à nous spécifiquement, parce qu'on n'utilise pas trop. Mais par contre, voilà, quand on voit un peu ce que les confrères utilisent, il y a beaucoup de bois d'importation. Pourquoi ? Parce que la plupart des constructeurs, que ce soit d'ailleurs des menuisiers, des charpentiers, des constructeurs bois, ils achètent leur bois en fait dans le négoce du coin. Ce qu'on appelle le négoce du coin, c'est Point P, Union Matériaux, etc., Dispano. Et ces gens-là, en fait, ils traitent leurs achats en fait à un niveau européen, pour pas dire mondial. Et donc en fait, ce que tu vas aller chercher comme panneau d'OSB ou comme bois d'ossature le matin pour construire ce que tu as besoin de construire, tu sais jamais d'où ça va venir en fait, parce que lui-même qui te le vend, il sait même pas d'où ça vient, quoi. Voilà. Et donc en fait, c'est des réseaux un peu internationaux, et donc il faut faire des efforts. Nous, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans en partenariat avec une scierie qui est dans les Cévennes, pour s'approvisionner directement dans la scierie du coin, parce qu'en fait, la solution de facilité, c'est d'aller acheter dans le négoce. Voilà. Et le négoce, ça peut venir d'à côté, mais ça peut venir de très loin, en fait. Et des fois, voire même souvent, tu ne sais même pas d'où ça vient, en fait, quoi. Voilà. Parce que c'est un peu la solution de facilité. On va passer à une autre question. Pour répondre peut-être à la deuxième partie, donc en forêt privée, du coup, on s'adapte aux propriétaires et à ses objectifs. Donc il y en a qui ont un objectif de production, de biodiversité, éventuellement d'accueil du public. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le type de propriétaire, donc le point d'entrée 1, c'est de vérifier que les essences qu'on va mettre sont adaptées au sol. Donc c'est le sol qui dicte les essences. Est-ce qu'on a du sable, de l'argile, du limon, des cailloux, du calcaire, de l'acide ? Donc ça nous permet de choisir l'essence. Et ensuite, de plus en plus, là, depuis les dernières années, on a des outils qu'on appelle, pardonnez le mot, pédosylvoclimatiques. Donc on injecte les données de sol dans ces outils-là. Il y a des modèles climatiques qui tournent et qui nous indiquent si les essences qui seraient adaptées à ce type de sol sont en plus adaptées à un climat à 2-3 degrés plus chaud dans le futur. Parce que les essences qu'on plante maintenant, bien sûr, il faudra qu'elles soient présentes dans un climat plus chaud. Bonjour. Je voudrais savoir, vous parlez de coupe éclaircie, mais il y a aussi des pratiques de coupe franche où il y a des pans entiers qui sont du coup coupés pour l'exploitation et souvent, si j'ai bien compris, les différents reportages que j'ai regardés qui partaient aussi, surtout pour du bois de chauffage. Et donc, je voulais savoir ce que vous en pensez et les impacts, puisque du coup, ça relâche énormément du carbone, dont le carbone qui est dans les sols, par ces pratiques. Donc si vous pouvez un peu éclairer cette pratique des coupes franches. Coupe rase, coupe blanche, on les a dedans. En fait, si vous voulez, il y a 3 types de coupe rase. Il y a la première coupe rase, c'est ce qu'on appelle la récolte. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs coupes d'éclaircies dans un peuplement d'arbres et on arrive au moment où les arbres sont à maturité et où donc on vient récolter le bois. C'est exactement pareil que quand on a un champ de blé et qu'on vient récolter le champ de blé, on enlève tous les épis de blé qu'il y a. Voilà, c'est pareil, on a cette récolte de bois. Comme vous l'avez entendu, on en a parlé plusieurs fois, en France, il y a eu beaucoup de plantations au niveau FFN, donc il y a à peu près 50 à 70 ans. Et donc là, on a un effet où on a beaucoup de forêts qui arrivent à maturité en même temps. Donc forcément, il y a beaucoup de coupes rases. Ça, c'est un des types de coupes rases. Le deuxième type de coupe rase, c'est en cas d'attaque sanitaire. On a parlé tout à l'heure du bostryche. Il y a des arbres qui sont malades et du coup, il faut venir les évacuer. Et en général, on préfère les évacuer pendant qu'ils sont encore verts, avant qu'ils soient trop infectés par les scolytes, les insectes ravageurs, pour essayer déjà d'en tirer le meilleur rendement économique, mais aussi essayer d'avoir une multitude d'usages différents possibles avec ce bois-là. C'est les 2 premiers cas de coupe rase qui peuvent arriver et que pour ma part je trouve normal et que je défends. Le 3e cas de coupe rase, et je pense que vous faites référence à une émission qui est passée sur France 5 il n'y a pas très longtemps, dans cette émission-là on montrait donc en effet des forêts où on changeait la destination de la forêt. C'est-à-dire qu'on avait des forêts de feuillus qui étaient rasées pour aller faire du granulé de bois et sur lequel on allait replanter du résineux. Là, c'est quelque chose qui, pour ma part, j'ai plus de mal à défendre, où en fait, on va changer la destination donc, de la forêt et sur lequel on a beaucoup moins cette idée de rentabilité et de valorisation de tous les bois.
Donc voilà, je pense que quand on parle de coupe rase, il faut faire attention à ce qu'il y a. Il y a plein de types de coupes différentes. Et en plus, en France, on a parlé des normes françaises. Il y a des règlements types de gestion qui font qu'aujourd'hui, ça reste quand même relativement compliqué de faire des coupes rases. On fait pas, même un propriétaire privé ne fait pas ce qu'il veut chez lui. Et donc du coup, il y a quand même un certain nombre de garde-fous qui existent. Après, il y a des dérives, je suis d'accord, et sans aucun souci. Juste pour faire un tout petit complément rapide, parce qu'il n'y a plus qu'une question. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le troisième type de coupe rase que tu viens d'évoquer, souvent il est dû au fait que précédemment, il y a pu y avoir une mauvaise gestion. Le bois n'a pas été géré, il n'est pas exploitable pour du bois d'œuvre parce que justement on n'a pas fait les éclaircies, on n'a pas fait pousser le bois comme il faut, on s'en est pas occupé de la forêt. Et malheureusement, parfois on a des très beaux arbres d'un point de vue graphique pour la promenade, etc., mais qui ne sont pas exploitables dans l'industrie parce que justement ils ne correspondent pas à ce dont on a besoin et ce qui est économiquement rentable dans l'industrie. Et donc malheureusement, y compris pour des très beaux hêtres par exemple ou autres, eh ben, on n'a pas de valorisation économique autre que en fait, la coupe rase. Et c'est effectivement dommage. Et souvent c'est lié à la situation dont on évoquait tout à l'heure, c'est l'absence de gestion qui conduit malheureusement à la seule issue possible, c'est la coupe rase. On va prendre une dernière question. Oui, juste pour revenir sur le sujet initial, est-ce que le meilleur type de gestion forestière, c'est pas justement la futaie irrégulière pour la séquestration carbone, puisqu'on ne touche pas le sol, quasiment pas, donc il y a juste quelques coupes régulièrement, et c'est ce qui permet de ne pas créer de dette. Donc effectivement, en fait, il y a plusieurs interventions qui recoupent ce sujet des types de sylviculture. Donc tout à l'heure, on disait gestion, exploitation. L'exploitation, c'est un moment dans la vie d'une forêt. Dans le cycle de gestion, il y a un moment où on récolte, et donc c'est la période d'exploitation. Donc effectivement, sur la futaie irrégulière, futaie jardinée, sylviculture mélangée à couvert continu, voilà, il y a plusieurs noms. Sylviculture proche de la nature. C'est quelque chose effectivement qui est souhaitable parce qu'il ne faut pas minimiser l'impact pour l'écosystème d'une coupe rase. C'est quand même une mise à blanc forte d'une parcelle de forêt. Quand on a des effets cumulatifs de sécheresse ou de précipitations fortes, ça a quand même des impacts. Donc il faut pas minimiser l'impact. Donc la sylviculture mélangée, la futaie irrégulière, elle est pratiquée notamment dans les zones de montagne depuis assez longtemps. Le Jura notamment pratique la futaie irrégulière depuis très longtemps. La pratique de la sylviculture irrégulière n'empêche pas d'être exposé aux risques climatiques, parce que tout dépend des essences au profit desquelles vous avez mené cette sylviculture. Et peut-être juste un point, qu'est-ce que la sylviculture régulière ? C'est plusieurs essences d'arbres d'âges différents en fait. Vous avez plusieurs étages dans votre forêt avec plusieurs essences d'arbres. Donc ça veut dire que ça contraint. C'est une gestion qui est assez fine, où on va gérer par arbre et non pas par peuplement. Donc ça demande un niveau de technicité qui est important. Et puis ça contraint forcément les opérations d'exploitation, puisqu'on va chercher des arbres de manière dispersée dans le peuplement forestier. Donc ça a aussi une contrainte sur l'aspect économique de la valorisation des forêts. Donc effectivement, la sylviculture mélangée, irrégulière, etc., présente beaucoup d'avantages et beaucoup de cohérence avec l'évolution climatique, mais elle a aussi des contraintes de mise en œuvre qui sont aujourd'hui difficiles à dépasser, notamment sur des systèmes d'exploitation forestière qui sont en place aujourd'hui, avec de la mécanisation, donc des rendements machines qui sont attendus, qui font que ça peut être un peu compliqué à mener. Donc voilà ce que je voulais dire sur la futaie régulière. Quelqu'un veut rajouter ? Peut-être juste un complément par rapport au carbone. Donc c'est très intéressant, comme tu l'as dit Loïc, parce qu'il n'y a pas cette phase qui peut du coup perturber de mise à nu du sol. Par contre, il ne faut pas aussi oublier qu'en futaie régulière, généralement, si on va jusqu'à des révolutions en âge important, on a des volumes in situ très élevés. Par exemple, une douglasée, je reprends cet exemple, dans le Haut-Languedoc, qui aurait 70-80 ans, c'est des volumes énormes. Ça peut faire 600-800 mètres cubes hectares. Et donc ça, quand on le regarde en carbone, c'est un stock de carbone très élevé. Donc sur le long terme, il y a effectivement ces phases de mise à nu, mais ce n'est pas toujours évident que la futaie régulière soit plus performante en carbone que la futaie irrégulière. Donc ça, c'est quand même
un point important. Et je pense que peut-être le plus gros enjeu, c'est ces essences-là qui étaient parfois récoltées en fait très jeunes, bien avant leur âge d'exploitabilité. Le Douglas, il y a des régions à 40, 45, 50 ans, il est récolté. Et donc peut-être l'enjeu, c'est peut-être de les mener, même si ça comporte des risques, de les mener du coup vers des volumes plus hauts, donc des âges un peu plus importants. Et donc là, on a peut-être un levier aussi pour capter, avoir un stock de carbone plus important. Bon, je vais vous remercier pour toutes ces réponses qui nous ont beaucoup éclairés. Pour le CT Bois et Forêts, sachez que nous recrutons aussi. Et nous n'avons pas besoin d'être des professionnels pour venir en discuter avec nous et faire ce travail. Merci de votre présence et de votre attention.